Peut-être tout à fait particulier, mais tout à fait réel. Staten Hill était un asile psychiatrique, divisé en 3 parties. En 3 parties, il était divisé: l'aile droite, l'aile gauche et l'aile centrale, plus communément appelée l'aile ouest, l'aile est et l'aile sud. Tous les trois avaient un compartiment différent. Toutes les trois avaient un compartiment différent. L'aile sud, les patients psychiatriques. L'aile ouest, les patients psychiatriques lourds. L'aile est, les patients psychiatriques légers. Cet endroit tout à fait particulier, mais pourtant réel, était tout au bord d'une grande falaise dont je ne citerai le nom. Une grande falaise de roches noires qui donnait vue sur un précipice aussi profond que l'âme de quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Aussi profond que l'âme de quelqu'un qui vit dans les ténèbres, nous ne pouvions voir à travers le précipice de cette falaise. La brume venait souvent cacher l'intérieur de cette falaise. Au-dessus de Staten Hill se cachait une belle lune, toute ronde, une pleine lune, qui donnait une intérieur illuminé à Staten Hill. 2 grandes fenêtres ornaient l'intérieur de Staten Hill. L'intérieur de l'entrée, 2 grandes fenêtres étaient éclairées par la lumière de la lune. Staten Hill était éclairé par l'intérieur de ces 2 fenêtres et par la lumière de la lune qui éclairait de dehors. À l'intérieur, il y avait une grande horloge qui donnait toujours la même heure, 3h15 du matin. Elle ne changeait jamais, elle ne tournait jamais, elle ne disait jamais de minutes, d'heures ou même de secondes. Elle n'avançait jamais, elle était coincée à 3h15 du matin. Staten Hill était un établissement pour les fous dans lequel j'ai travaillé. Plusieurs choses se sont déroulées, plusieurs choses sont arrivées, notamment des cris, des voix que j'entendais dans les canalisations. Je me souviens que les murs étaient encore très très mal faits. On pouvait voir la trace des menuisiers qui étaient passés déposer le plâtre sur les parois en bois. Je me souviens de la pourriture qui sortait des murs et qui rentrait par les canalisations, les gouttes d'eau qui frappaient le sol. Je me souviens de ces gouttes d'eau qui aussi frappaient les fenêtres. Je pouvais les voir ruisseler. Je voyais un extérieur de Staten Hill qui était noir, sombre, obscur. Je ne voyais rien d'autre que les ténèbres. Lorsque j'étais dans l'aile ouest ou l'aile est, à l'intérieur de l'aile ouest, là où se trouvaient les patients lourds, je me souviens que j'entendais des voix. Les schizophrènes parfois parlaient de gens qui étaient morts ou de personnes qui allaient mourir. Je me souviens que les gens qui avaient d'autres pathologies que celle-ci parlaient de choses totalement absurdes et inappropriées. Je me souviens avoir un jour entendu une femme parler de certaines personnes qui allaient mourir dans l'asile psychiatrique. Cette femme était condamnée à mourir là. Je sais que sa famille, sa propre famille, l'avait condamnée à venir mourir ici, l'avait enfermée dans cette chambre. Dans sa chambre, je me souviens qu'il y avait un miroir dans lequel elle disait qu'une femme avec un masque se manifestait tous les soirs. Elle répétait que cette femme lui disait des choses, lui disait qui allait mourir et qui n'allait pas mourir. Dans une autre chambre, il y avait un lit vide, dans lequel il n'y avait personne qui dormait, personne qui se levait, personne qui marchait le matin devant ou à côté. Je me souviens qu'il y avait aussi une table et une fenêtre dans cette chambre, mais elle était vide, tout autant que l'intérieur du couloir. Moi, je traversais les couloirs nuit et jour, je les surveillais, j'écoutais ce qu'ils disaient, et je me souviens que certains disaient qu'ils voyaient des personnes dans les miroirs. Les miroirs étaient signe de présence pour les fous dans cet asile psychiatrique. Je me souviens qu'un jour, moi-même, lorsque je dormais, je regardais à travers les caméras de surveillance, et un jour, à l'écran, j'ai vu une femme marcher dans le couloir alors que moi, j'étais dans l'aile ouest. J'ai vu une femme sur la caméra, j'étais dans l'aile ouest, je marchais et je regardais dans les couloirs, mais dans l'aile est, j'ai vu que cette femme marchait, parlait, elle regardait à travers les portes, elle regardait à travers les fenêtres des portes, et je me souviens qu'elle faisait des bruits énormes, comme des craquements. J'avais l'impression que la pierre de Staten Hill était en train de craquer, que le bois et que la boiserie qui entourait les fenêtres étaient en train de se fissurer.
J'entendais la maison respirer, le vent à travers les murs. Et soudain, lorsque je suis sorti des caméras de surveillance, du bureau des caméras de surveillance, lorsque je suis sorti, soudainement j'ai vu que des traces de sang, des traces de mains, des traces de traînées de sang étaient au sol. Je me suis alors effrayé, je me suis dit qu'un patient avait mis fin à ses jours, mais ce n'était pas le cas, alors j'ai continué. J'ai continué et j'ai entendu des voix qui me disaient de venir plus près. J'entendais des voix qui me disaient de venir plus près, alors que ces voix, je les entendais très loin. De très loin, je les entendais au bout du couloir. Le couloir faisait plus ou moins 400 mètres. C'était assez long, très très long, mais j'entendais des voix tout autour de moi. Des voix de parler de mort, parler de gens qui allaient mourir. Et puis ça s'est accentué au fil des jours. Je me souviens qu'un jour, il y avait une femme qui avait essayé de mettre fin à ses jours en se cassant toutes les dents avec une tenaille. Elle avait essayé de se casser toutes les dents. L'une après les autres, elle se cassait les dents. Je l'ai alors maintenue de force sur un lit, je l'ai accrochée, je l'ai maintenue de force sur un lit. Je l'ai accrochée avec des sangles, mais elle n'arrêtait pas de ronger ces sangles. Elle se défaisait et se refaisait des entailles dans les poignets. J'ai essayé de la maintenir éveillée et endormie, et puis éveillée et endormie, mais elle cherchait toujours une solution pour pouvoir se tuer. J'ai alors essayé de la sangler, puis je lui ai donné des calmants, mais ces calmants, elle se les arrachait du corps. Je ne sais pas comment elle faisait, ni même comment c'était possible. Un jour, cette femme a recommencé à se casser les dents, et j'ai senti sa douleur. J'ai senti sa douleur dans ma bouche, et je commençais à cracher du sang. Je me demandais comment c'était possible de transférer la douleur de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Je ressentais sa douleur, je crachais son sang, je crachais mon sang en même temps, je perdais les mêmes dents qu'elle se cassait. Et ce soir-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de pas normal dans l'asile. J'ai donc continué à faire des efforts. J'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai trouvé que cet endroit était en fait un asile il y a bien longtemps, dans lequel plusieurs personnes ont été irradiées de la surface de la Terre par erreur. Ces personnes devaient sûrement prendre possession de mes patients pour faire en sorte que moi aussi je m'irradie toute seule. Mes patients se mettaient alors à se menacer eux-mêmes de mort. Après se menacer de mort, mes patients se mettaient alors à se couper les mains, à se couper les doigts, à se faire des entailles dans les bras. Et de plus en plus fort, moi je ressentais leur douleur, je crachais leur sang, j'avais leur brûlure sur les mains, j'avais leur coupure sur les bras. De plus en plus, je ressentais leur douleur, mais je ne savais pas comment réagir car j'avais peur. J'avais peur, je courais à travers les couloirs. Je me souviens d'un jour où j'ai couru à travers le couloir. J'ai couru pendant tellement longtemps que j'avais cru que j'avais traversé le couloir plusieurs fois d'affilée. Je revenais toujours à la case départ, ce fut effrayant. À 3h15 du matin, je me souviens qu'il y a un des patients de l'asile psychiatrique qui s'est donc levé. Il était somnambule, je ne savais pas trop s'il l'était ou non, mais il avait l'air d'être somnambule. Il s'est donc levé, il a défoncé la porte de sa chambre, pourtant c'était une porte blindée. Avec une force innommable, il a défoncé la porte de sa chambre, une porte blindée qu'il a enfoncée, et il est arrivé dans le couloir. Je l'ai vu arriver dans le couloir avec des yeux rouges lumineux, avec une luminescence incroyable. Il était terrifiant, il était plus que musclé. Je le voyais arriver à toute vitesse vers moi. Il avait une carabine à plomb en main. Il l'avait chargée à plusieurs reprises et il avait tiré à gauche, à droite et puis devant moi. Il avait essayé de me tirer dessus à plusieurs reprises, mais il tirait aussi à côté pour essayer de me faire peur. Cela fonctionnait très très bien car j'avoue que je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi effrayant. Pareillement à moi, je continuais tous les soirs à essayer de voir au travers. Pareillement à moi, je continuais tous les soirs à essayer de voir au travers de l'obscurité, mais je ne voyais que des morts, que des cris, que des hurlements. J'ai continué, mais alors j'ai cessé de continuer. Je me suis arrêté, je me suis accroupi devant lui. Il a mis sa carabine à plomb sur mon torse, a tiré 2 fois, 3 fois, puis il a surélevé jusqu'à ma tête. Il a tiré sur ma tête, m'a perforé le crâne. Je suis alors tombé et je me suis vidé de mon sang. Toute seule, je n'ai vu que ma vie défiler devant moi. Mes yeux étaient vides, livide, je me suis vidé de mon sang, égaré dans un couloir dans lequel je n'avais aucun compte. Je me suis alors endormi.
J'étais morte. Je ne savais plus ce que je faisais, ni même ce que j'étais. Cet homme m'avait tiré 3 fois dans la poitrine, 5 fois dans les yeux, et 7 fois dans la tête. J'avais le crâne perforé, je me vidais de mon sang par tous les orifices. Je ne savais plus quoi faire, et j'étais donc morte. Les autres patients, eux, continuaient de chuchoter que quelqu'un allait mourir, mais j'étais déjà morte. Ce fut bien effrayant, car le soir, j'entendais des pas. J'entendais des pas arriver vers moi. Mais pourtant, je savais que j'étais morte, mais je continuais à rôder à l'intérieur de ces murs, les murs entre lesquels je ne pouvais sortir. Je ne pouvais sortir, je me suis alors échappé, même si j'ai réussi à trouver un moyen. J'ai réussi à trouver un moyen bien plus tard que ce que je ne le pensais. Je me suis alors échappé dans la forêt, une forêt effrayante dans laquelle les arbres étaient noirs, noirs goudron. Il faisait froid. Toute la forêt était humide. Il faisait froid. J'ai alors marché. J'ai continué à marcher. Entre les lianes des saules pleureurs, entre les chênes et les sapins, j'ai continué à marcher pendant des heures. Même si j'étais morte, je savais que quelque chose me poursuivait. Je me suis rendu compte que des ombres étaient derrière moi à ma poursuite et me regardaient de loin. J'ai alors couru, et je me suis arrêté devant un rite satanique devant lequel j'ai vu des poupées avec des réceptacles gravés dessus. Ces réceptacles gravés dessus avaient l'air d'être faits avec des ongles. J'ai donc vu que chaque réceptacle, chaque pentagramme était fait avec du sang ou gravé avec les ongles d'un être humain. J'ai continué et j'ai vu un homme éviscéré, embroché sur un arbre, qui me disait de m'en aller. Avec une voix très faible et très sournoise, il me disait de partir. Il me disait de partir, embroché sur un arbre. Il réussissait tout de même à parler, même s'il n'avait plus beaucoup de sang dans son corps. Je le voyais se vider de son sang, dessinant des pentagrammes. Je me suis alors arrêté et fait pourchasser par les ombres, qui m'ont emmené très loin de la forêt, très loin de l'asile. Je me suis retrouvé dans le noir, dans un endroit dans lequel je ne pouvais décrire ce que je ressentais, mais je savais que j'étais morte, mais tout de même 3 fois. Je suis morte tout de même 3 fois, sans même savoir où, ni pourquoi, ni comment. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé ici, ni comment ça s'est produit. Tout ce que je sais, c'est que je suis morte, tirée d'une carabine à plomb, dans le sternum, dans la poitrine, dans le crâne, entre les 2 yeux, à 3h15 du matin, dans les couloirs d'un asilium. J'ai été libérée avec la force que j'ai pu endurer, que j'ai dû mettre à la preuve afin de sortir de là. Même morte, j'ai réussi à sortir. Je suis pourtant morte 3 fois, mais j'ai réussi à sortir. Je suis sortie, mais je suis rentrée dans les ténèbres. Je suis rentrée dans les ténèbres car les ténèbres entouraient cet endroit. Les ténèbres étaient en fait la forêt qui abritait des êtres maléfiques, des êtres sombres, qui pratiquaient des rites ancestraux pour maintenir le mal à l'intérieur de quelque chose. Ils avaient donc en fait choisi cet asilium dans lequel ils avaient enfermé le mal, et ils pratiquaient des rituels ancestraux à l'extérieur afin de le contenir à l'intérieur. Je me suis donc enfoncé dans la pire des épreuves, battre le mal par le mal, affronter les flammes par les flammes, mais j'en suis morte. Je n'ai jamais su comment ni pourquoi, mais cet endroit a toujours été damné. Chaque patient avait une pathologie bien différente que je ressentais. Même lorsque ça ne commençait pas, je les ressentais. Le soir, je voyais des traces de sang se dessiner sur les murs, alors que personne n'avait essayé de se donner la mort, car cela était bien possible dans un asile psychiatrique. Mais je continuais à persévérer et à essayer de trouver une sortie. Même en sortant de quelque part, je me piégeais tout de même. Je me piégeais tout de même et je réussissais à aller autre part. Car aller autre part, c'est disparaître un peu plus chaque jour. Disparaître un peu plus chaque jour, c'est comme mourir. Et une fois morte, on comprend le sens de cette phrase. Lorsque je l'ai compris, j'ai su que le mal était enfermé à l'intérieur. Les parois de cet endroit renfermaient un démon qui ne faisait que le mal, qui ne renfermait que la douleur, la haine. Je n'avais qu'un seul ressenti, la peur, la haine, le désarroi. J'avais peur pour moi, même si j'étais déjà morte. J'ai su que lorsqu'on meurt, ce n'est pas les émotions qu'on ne ressent plus, c'est les émotions qui nous ressentent nous.
Alors j'ai continué à chercher, mais je ressentais plus les émotions qu'avant. La douleur, je la ressentais beaucoup plus. Elle était beaucoup plus... Certains sentiments étaient beaucoup plus atténués que d'autres, mais la douleur était beaucoup plus vaste. Je la sentais beaucoup plus. La douleur, la haine, le désarroi, la tristesse, tous ces sentiments, je les sentais beaucoup plus qu'avant. Les sentiments joyeux étaient plus atténués que d'autres, mais malgré ça, à 3 heures du matin, j'ai réussi à mourir dans un asylum. Car l'un de mes patients, avec ses yeux pétillants de rage, rouges et écarlates, ses yeux étaient mauves, rouges, écarlates, d'un bleu pétillant, qui était effrayant. Ses yeux d'une couleur que je ne pourrais décrire, me regardaient d'un regard livide. Du sang noir et chaud comme du goudron coulait sur ses joues et sont arrivés à me... Du sang rouge coulait sur ses joues, et ce sang rouge qui coulait sur ses joues, chaud comme du goudron, sont arrivés à me perforer la poitrine. Telle une balle. Telle la balle sortie d'un fusil. Cette chose m'a perforé la poitrine, m'a regardé mourir à l'intérieur d'un asile. Certaines choses étaient floues, corrompues ou inappropriées de sens, tel le fait que l'explication que je vous ai donnée était perturbante pour moi autant que pour vous, car il s'est passé tellement de choses dans cet asile. La nuit où je suis morte à 3 heures du matin, étalée dans mon propre sang, dans une mare de sang, qui recouvra alors tout l'intérieur du couloir. Étalée dans mon sang, je suis morte à 3 heures du matin. Mais tellement de choses étaient corrompues, floues ou dépourvues de sens, que je ne m'en souviens que de la moitié. Certains patients, je me souviens, murmuraient des choses atroces, des choses inappropriées de sens. Certaines choses étaient inappropriées, dépourvues de sens. Certains patients s'arrachaient la main, s'arrachaient la peau de la main, se coupaient la main, se coupaient les doigts, se coupaient certaines parties du corps, se faisaient des entailles dans les bras. Certains patients criaient ou hurlaient. Certains patients se mettaient encore à marmonner ou à murmurer des choses qui n'avaient pas de sens, comme des bruits ou des chuchotements d'esprit. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Je me souviens que parfois les caméras ou les caméras de surveillance ou encore les écrans de surveillance se mettaient à flouter ou à déchiffrer des choses qui n'existaient pas. Je pouvais voir des choses qui n'existaient pas dans les couloirs, ou encore apercevoir des femmes ou des hommes qui étaient morts, sûrement des anciens patients qui ont donc passé toute leur vie enfermés et qui ont sombré dans la folie. Certaines choses étaient tellement dépourvues de sens que même pour moi j'avais l'impression d'être déjà morte. Certains se brûlaient volontairement, certains se faisaient des entailles dans les mains, dans les bras, dans l'avant-bras, dans les jambes, certains se coupaient les membres, ou alors encore d'autres marmonnaient des choses qui n'avaient aucun sens avec la réalité. Certaines personnes marmonnaient des choses qui avaient souvent du sens par rapport à l'occultisme ou encore aux esprits ou avec les démons. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai passé 15 ans de ma vie dans un asile psychiatrique à surveiller des fous, autant l'aile droite que l'aile gauche, autant les patients lourds que les patients légers, autant les forts patients que les patients. Autant les forts patients que les légers patients, je les ai surveillés, je les ai regardés, je les ai surveillés nuit et jour, mais tout ce dont je me souviens, c'est de leurs cris, de leurs hurlements, de leurs souffrances. Car toute leur souffrance, leurs cris, leurs hurlements, leurs murmures, et ce qu'ils disaient qui était tout autant inapproprié pour moi que pour vous, je m'en souviens. Je les ai vus mourir, je les ai vus brûler, je les ai sentis mourir, je les ai sentis brûler, je les ai sentis se faire du mal. Tout cela était inapproprié, confus et perturbant, inapproprié de sens, mais pourtant réel, car cet endroit était un endroit corrompu, inapproprié de sens, dans lequel la présence du Christ ou d'une certaine force qui pouvait protéger quiconque était absente.